Hello et bienvenue pour ce nouveau live du 30 septembre 2024. Ça y est, on est déjà fin septembre, les vacances sont complètement finies, on est déjà en automne, on pourrait même presque dire que c'est déjà l'hiver. Ça caille les amis. Bref, bienvenue à toutes et à tous. Salut Fred alias Happy2Dev, salut Joël alias Quistops, salut Annevu, salut Katia, bienvenue dans ce live. Salut Nida, salut Yann, salut Fixou, Dominix, René alias Hugla. Je vois aussi qu'il y a Stéphane Philippard et puis tant d'autres. Bah écoutez, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ce live d'aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un petit peu des licences open source. Et open source au sens très large, hein. Logiciel open source et logiciel libre de façon générale. Pourquoi? Parce que je trouve que depuis quelques temps, alors quelques années, mais ça s'est accéléré ces derniers temps, il y a vraiment un sujet de changement de licence. On voit que l'open source est en train de glisser vers quelque chose d'un peu différent, et notamment à cause de sujets, je dirais, plutôt commerciaux. On va pas se mentir, hein, vous les avez plus ou moins toutes et tous en tête. Il y a eu nos amis de MongoDB qui ont changé de licence. On va aller, je vous affiche ça par exemple ici. Donc MongoDB qui sur sa FAQ de licence nous dit pourquoi est-ce qu'on change de licence pour MongoDB. Il y a eu aussi Elastic qui est passé par cette case, la case changement de licence, donc en 2021. Donc il y a eu aussi plus récemment HashiCorp qui nous a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, notamment Twitter X. Où il y a eu quand même pas mal de choses qui sont échangées autour du changement de Terraform notamment, et voire plusieurs forks qui ont émergé donc de Terraform. Après, on va en parler un petit peu de tout ça. Aussi, plus récemment, Redis qui nous a fait le coup du changement de licence. Pareil, on y est, on voit que tous les gros acteurs y passent. Ils y passent pour, je pense, je vais pas dire de bonnes raisons, mais je comprends les raisons et on va les évoquer juste après. Plus récemment, on a le cas la semaine dernière, puisque j'ai produit, c'est pas un changement de licence, c'est la mise en open source avec une licence particulière, c'est Winamp. Winamp qui a entre guillemets open sourcé son logiciel, on va y revenir juste après, qui n'est pas vraiment une licence open source au sens OSI du terme. Et puis là, ce week-end, il y a eu le fameux clash côté WordPress. Donc là, on va pas parler de changement de licence plus ou moins, mais je dirais que on va plutôt parler de qu'est-ce que nous autorise ou pas la licence initiale, notamment lorsque l'on fait l'exploitation commerciale d'un produit. Voilà, donc vous voyez bien que en fait tous ces changements, toutes ces licences, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour vous et moi, c'est un vrai sujet pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes toutes et tous utilisateurs ou utilisatrices de ces produits. Je pense notamment Redis, qui n'utilise pas Redis de façon un peu régulière, ou Elastic dans certains produits, MongoDB, etc. J'en passe et des meilleurs. Et ça a des impacts parce que, au final, si on revient un petit peu sur la notion fondamentale de l'open source, j'aimerais remonter un petit peu plus loin, c'est la notion de logiciel libre. Je rappelle que la notion d'open source, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, en tout cas sur l'échelle des temps informatiques, je vais dire ça, et que c'est quelque chose qui a été promu, ce terme open source, par Eric Raymond. J'en avais déjà parlé dans un live il y a peut-être un an de ça. Ouais, c'est à peu près ça. À peu près un an de ça. J'avais parlé d'Eric Raymond, qui a notamment écrit cet essai, La cathédrale et bazar, que je vous encourage à lire si vous ne l'avez toujours pas lu. Et en fait, cette notion d'open source, c'est quelque chose qui a émergé un petit peu des fondations du logiciel libre, du mouvement du logiciel libre qui a été poussé par Richard Stallman. Donc je rappelle que le logiciel libre et l'open source, de façon générale, vont vous garantir un certain nombre de libertés fondamentales. La liberté de lire le code source, de l'étudier, de le modifier et de le redistribuer. Ça, c'est des libertés qui sont considérées comme étant des libertés fondamentales. Alors pourquoi est-ce que je distingue logiciel libre et open source? Normalement, je dirais qu'il n'y a pas de notion, nécessité de les distinguer particulièrement.
D'ailleurs, je suis pas spécialement, je suis un pro logiciel libre et pro open source, mais je suis pas spécialement un ayatollah, je dirais, de ces sujets. Mais il y a quelques toutes petites différences, notamment en termes de licence, notamment si vous gérez un produit avec une licence GPL ou une licence MIT X11 ou ce genre de choses. Eh bien, en fait, vous allez avoir des petites différences, mais globalement, on va retrouver les mêmes libertés fondamentales. Logiciel libre est plus ou moins égal, on va dire, à open source. Donc, vous m'excuserez pour la suite, je vais tout ranger sous le terme open source parce que c'est le terme que l'immense majorité des gens utilisent, notamment dans le domaine professionnel, y compris que ce soit les commerciaux, les chefs d'entreprise, etc. Ce sont des gens qui se sont accaparés, si je puis dire, le terme open source. Ils se sont accaparés ce terme sans vraiment savoir ce que ça signifie derrière. Et si je reviens donc il y a une vingtaine d'années, tout début des années 2000, sur la notion d'open source, l'open source, comme je disais, a été promu par Eric Raymond, notamment, hein, il n'y a pas que lui, mais c'est quand même le principal instigateur. Et derrière a été créée une fondation, l'OSI, l'Open Source Initiative, qui permet de décrire précisément à quoi doit répondre un logiciel dit open source. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mettre noir sur blanc et dans une coquille qui est partagée à peu près par tout le monde, logiciel libre, logiciel open source, sous quelque licence que ce soit, dès lors où elle respecte un certain nombre de libertés fondamentales. Donc, ces libertés fondamentales, je les ai évoquées. Donc, je rappelle, hein, le droit d'étudier le code source, de le modifier, de le distribuer, de le forquer, etc. Donc, tout ça, sont des choses qui sont importantes. Le problème, c'est qu'il y a encore, allez, je dirais un peu moins d'une vingtaine d'années, il y a entre 15 et 20 ans, des très grandes entreprises telles que Microsoft, si je peux nommer qu'elles, considéraient le logiciel libre et l'open source comme un cancer. Rappelons, d'ailleurs, ce terme de cancer, c'est un terme qui a été employé par Steve Ballmer, qui était à l'époque PDG donc, de Microsoft, qui considérait que Linux et au-delà de Linux, tout l'écosystème open source était considéré comme un cancer. Et en fait, quelque chose a pivoté. Je dirais, milieu des années 2010, où l'open source et le logiciel libre sont vraiment rentrés sur le marché, ont pénétré le marché. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des logiciels de qualité et notamment de pouvoir en étudier le fonctionnement et non plus d'avoir quelque chose qui fonctionne en boîte noire. Et ça, c'est quand même vachement important. Le fait de se dire, j'ai une base de données, par exemple une base de données en mémoire vive comme Redis ou Memcached, par exemple, le fait de pouvoir en étudier le fonctionnement, le fait de pouvoir les modifier en fonction de nos besoins ou de les intégrer à notre système, un peu comme bon nous semble, et de ne pas retrouver avec finalement une boîte noire qui nous impose sa façon de fonctionner, sa façon d'être intégré, et qui plus est aussi un coût de licence. Et je vais y revenir juste après. Donc beaucoup d'entreprises se sont accaparées finalement l'écosystème du logiciel libre et de l'open source et ont commencé à utiliser de façon massive des logiciels dont le code était disponible et au-delà du code, dont des livrables, des exécutables étaient disponibles pour tourner sur les plateformes. C'est aussi en parallèle, je dirais, la montée en puissance des écosystèmes cloud publics. Je pense notamment à AWS, Azure qui sont arrivés, Google Computing, etc. Tous ces écosystèmes sont arrivés et ont majoritairement appuyé leur stack sur du logiciel open source et libre, mais aussi ont créé leur propre île de logiciels open source qu'ils ont aussi redistribué à la communauté sous des licences qui sont plus ou moins permissives, qui sont plus ou moins différentes, tantôt la GPL, tantôt licence MIT, tantôt d'autres licences. Malheureusement, c'est que en fait, depuis quelques années, on constate que aussi ces mêmes acteurs, ces mêmes grands acteurs, se sont servis je dirais dans la communauté de l'open source pour intégrer des briques fondamentales que eux-mêmes n'ont pas développées, les intégrer à leur offre de service et en les exploitant de façon commerciale. Et ça, c'est le logiciel libre et l'open source ne l'empêche pas en tant que tel, mais les exploiter de façon vraiment parfois, je ne vais pas dire abusive, mais très poussée, sans forcément reverser une partie des bénéfices aux éditeurs même de logiciels. Je pense notamment, prenons le cas par exemple d'Elastic, on prend aussi le cas de MongoDB, ce sont des briques open source qui ont été réellement utilisées de façon massive dans les écosystèmes de cloud public, qui permettent donc de vendre du produit, de vendre du service à des utilisateurs de cloud public. Et ces entreprises
Prenons AWS, Azure et j'en passe, hein, je ne vais pas forcément dire lui c'est le plus méchant ou lui c'est le moins méchant, hein, mais certaines de ces entreprises ont commencé à modifier un petit peu ces logiciels, à les adapter et parfois même à les améliorer, je dirais, mais sans forcément reverser les choses qu'ils ont faites et une partie, entre guillemets, des bénéfices financiers à la communauté qui développe ces logiciels. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi AWS irait reverser une partie de ses bénéfices, par exemple, à une entreprise comme Elastic ou Mongo? En fait, simplement parce que ces entreprises, depuis fort longtemps, ont fait le choix de développer des logiciels qui sont complexes, avec des équipes qui sont brillantes, on va pas se mentir. Et le problème, c'est que ça coûte. Et le problème, c'est que des acteurs comme les GAFAM ont cannibalisé le marché. Et de plus en plus, les acteurs qui développent ces logiciels, ces solutions qui sont open source, sont de plus en plus invisibilisés sur le marché. Donc, de fait, elles perdent des parts de marché. Et quelque part, elles ne récupèrent pas un petit peu le bénéfice des développements qu'elles ont faits. Et tant et si bien, c'est qu'à un moment donné, ces entreprises se sont dit les gars, si ça continue, il faudra que ça cesse. Et donc, ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on va on va mettre sous double licence notre projet. C'est-à-dire, on va changer de licence. On va avoir une licence open source. Donc, le logiciel, vous allez pouvoir l'utiliser de façon complètement libre et ouverte si vous l'utilisez pour vos propres services en interne dans votre entreprise, par exemple. Et que vous n'en faites pas, que vous n'en tirez pas un bénéfice commercial direct. Par exemple, le fait de dire que si je prends Mongo ou Redis ou ce genre de choses, si je prends cette solution et que je la mets dans mon écosystème logiciel, je peux l'utiliser sans reverser une quelconque contrepartie financière, par exemple. Rien ne m'y oblige. Pour autant, dès lors où je me dis, OK, je vais prendre MongoDB, je vais en faire un service managé que je vais exposer sur le marché, et donc en tirer une offre commerciale et un bénéfice, et quelque part, ces licences vont commencer à nous en empêcher. Alors là, je prends des exemples, c'est peut-être pas les bons exemples à prendre, hein, mais je sais que ça a été le cas, par exemple, pour HashiCorp très récemment, qui a quand même énormément remué le marché il y a quelques mois, où HashiCorp s'est dit Terraform est utilisé partout et on n'en tire pas vraiment beaucoup de bénéfices. Quelque part, je vous empêche d'en faire un produit qui est commercialisable en tant que produit managé. Et ça a des impacts parce qu'effectivement, ça va toucher directement les GAFAM qui, eux, ont la capacité de forquer, je dirais, de forquer ces produits et donc d'en faire une version à partir de la licence open source initiale et d'en faire une version qui leur est propre. Mais ça va empêcher, par exemple, des petits acteurs qui voudraient se lancer sur du cloud ou qui voudraient lancer une quelconque offre que ce soit, de pouvoir utiliser ces outils et de façon très, très équitable. Et encore une fois, c'est une problématique d'équité entre les différents acteurs. Alors, comme dit Katia, c'est pour ça que pour la majorité des entreprises, le changement de licence est un non-événement. Et tu as tout à fait raison, Katia. D'ailleurs, on en a pas mal discuté déjà ensemble et tu en as d'ailleurs beaucoup parlé aussi sur X. Pour l'immense majorité des entreprises, ce changement de licence, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que vous, moi, par exemple, dans notre activité quotidienne, en fait, on ne revend pas ces produits en tant que produits managés sur étagère. On les utilise simplement dans des solutions. Ça m'est arrivé assez récemment de dire on prend une solution telle que Redis ou on prend une solution, on utilise par exemple Terraform quotidiennement chez nous et on l'utilise. Pour autant, on ne viole pas les licences parce qu'on l'utilise non pas pour vendre un produit sur étagère, je dirais un service, mais on l'utilise pour nos propres besoins. Et ça, c'est autorisé par ces licences-là. Pour autant, effectivement, ça pose un problème parce que si le marché continue comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce que la plupart des boîtes qui éditent ces solutions, à un moment donné, elles vont se dire, oui, mais on ne rend toujours pas beaucoup plus d'argent et c'est un problème. Eh bien, elles risquent de durcir ces licences et de transformer ces licences en quelque chose d'encore plus rigoureux, d'encore moins exploitable pour nous. Et ça, on revient finalement vers une forme de logiciel propriétaire. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces licences sont open source au sens OSI du terme? Je ne suis pas un juriste, donc c'est très très difficile à trancher. Il y a beaucoup de, comment je dirais, il y a beaucoup de licences différentes. Donc il y a la SSPL par exemple, mais il y en a plein d'autres qui ont été très très adaptées, de licences ouvertes qui ont été légèrement refermées.
Et donc, ces licences, est-ce qu'on peut considérer que ce sont encore des licences libres et open source? Je ne suis pas sûr, en tout cas pas forcément dans tous les cas. Dès lors où une de nos libertés fondamentales est entravée, donc par exemple le fait de pouvoir modifier le logiciel, de le distribuer, voire de le vendre, ça fait partie d'une liberté fondamentale. Je rappelle que même dans comment je dirais, la description, la définition du logiciel libre faite par la Free Software Foundation, donc par Richard Stallman et son armée d'avocats, et Ben Upton, là, pour le coup, c'est rien ne nous empêche de prendre un logiciel qui est sous licence GPLv2, par exemple, ou GPLv3, de le modifier et de le commercialiser. La seule chose que ça nous impose comme licence, c'est si notre client nous demande les modifications que nous avons apportées ou le code source que nous avons ajouté à la solution, nous sommes dans l'obligation de le fournir, puisque ça fait partie des libertés fondamentales d'un logiciel libre et open source. Donc, c'est un vrai sujet, et après, j'en viens inexorablement justement au fait de la définition de l'open source. On voit que, je voulais présenter, je vous le repartage à l'écran ici, il y a Winamp. Alors vous vous souvenez de Winamp, le fameux lecteur musical audio des années 90 et tout début des années 2000, celui que tout le monde avait sur son Windows 3.11, sur son Windows 95, etc. Donc qui a aiguisé les oreilles d'une génération d'informaticiens ou de moins informaticiens, je ne sais pas. En tout cas, Winamp a libéré ses sources il y a quelques jours, donc il y a une semaine plus ou moins, un petit peu moins d'une semaine. Donc c'est intéressant, j'ai vu la news passer, je me suis dit, bah tiens, super, Winamp a libéré ses sources. La première chose que j'ai fait, je suis allé voir ici, hop, le répertoire SRC, puis j'ai commencé à regarder un petit peu le code, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le code, et puis je me suis dit, mais en fait, ils ont libéré le code source, mais c'est quoi la licence? Premier truc que j'ai fait après, c'est je me suis dit, je vais aller voir sous quelle licence c'est. Ici, on a View License ici, dans GitHub, et c'est vrai aussi sous gitlab.com et d'autres forges logicielles, et j'ai cliqué dessus, et je me suis dit, Winamp Collaborative License version 1.0 à l'époque, là elle a été modifiée en version 1.01. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Je sens que ça pue. Je sens que c'est une fausse licence open source. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. C'est une licence open source telle que la plupart des boîtes se l'imaginaient au début des années 2000. C'est-à-dire open source au sens j'ai ouvert le code, mais je vous empêche d'en faire exactement ce que vous voulez. Prenons un cas particulier, là, c'est la modification du code. Si je prends juste les restrictions que vous avez, eh bien, vous n'avez pas le droit de distribuer, par exemple, des versions modifiées de ce code source. Vous n'avez pas le droit de distribuer des versions modifiées par vous-même, etc. Et vous n'avez pas le droit, par exemple, il y a dans les permissions, alors attendez que je retrouve ça, c'est contribution. Voilà. Si on regarde les contributions, eh bien, on vous dit noir sur blanc que si vous contribuez à ce logiciel, parce que vous en faites un fork, etc., que vous voulez reverser à une correction de bug ou une évolution de ce logiciel, eh bien, ce code ne vous appartient plus. Vous en reversez directement la propriété intellectuelle à Winamp, qui, en plus, en contrepartie, vous empêche de le forker, de le distribuer, voire de le commercialiser. Bah, je suis désolé, je vais le dire très clairement, ce n'est pas une licence open source. Ce n'est pas une licence open source. Et je répète, ce n'est pas une licence open source. Parce que, en fait, on va vous violer vos libertés fondamentales de ce que définit un logiciel open source. Alors, c'est un logiciel à code source ouvert. Code source ouvert dans le sens où on a ouvert le code source, on vous en permet d'en étudier les moindres contours, mais on vous empêche d'en faire ce que vous voulez. Et ça, je pense que c'est un problème. Et de plus en plus d'entreprises ou certains projets, parfois ça m'arrive sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, de partager quelques logiciels. Tous les matins, je poste le résultat de ma veille, et parfois il m'arrive de partager des logiciels qui sont open source, mais sous une licence parfois un peu fermée, comme ici avec Winamp.
Et donc, malheureusement, c'est que de plus en plus d'entreprises ne sont pas très claires, ou d'éditeurs, ou de développeurs, je ne sais pas, ça dépend le niveau de ce qui est contribué, ne sont pas toujours tout à fait clairs sur le sens open source sous lequel ils distribuent leur logiciel. Et c'est pas open source au sens logiciel libre. Et c'est pour ça que je pense aussi que la définition logiciel libre, il est libre de fait, est plus intéressante que le terme open source, parce que tout le monde n'interprète pas le terme open source comme étant open source au sens OSI du terme. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, Dominix, donc Hugla et Dominix, vous dites Winamp pas OSS, source ouverte. Oui, source ouverte, mais source ouverte au sens, j'ai le droit de les lire, mais j'ai pas le droit de les distribuer. Et Dominix, tu dis c'est un shareware en fait. Non, parce qu'un shareware ne distribue pas les sources. C'est très très rare, ça a été très très rare d'ailleurs, qu'un shareware ait distribué les sources. Mais un shareware ne distribue pas les sources, c'est vraiment, il distribue qu'une version du logiciel. Et souvent, le shareware était utilisé énormément pour les jeux vidéo dans les années 90. Mais bref, en tout cas, y a plein de licences comme ça qui existent et qui posent vraiment des problèmes. Après, on a aussi des cas où la communauté s'écharpe, et c'est le cas que je voulais vous partager tout à l'heure. C'est ce week-end, j'ai posté cette news qui est sortie sur Next. Le torchon brûle dans l'écosystème commercial WordPress. C'est-à-dire qu'il y a la fondation WordPress et WordPress.com qui se confrontent à WP Engine. Pour la simple et bonne raison, c'est que WordPress.com considère que WP Engine exploite déjà la marque WordPress sans son consentement, donc en violant le dépôt, je dirais, de propriété intellectuelle. Et en plus, ce qui les défrise, c'est que WP Engine, finalement, vit de l'écosystème WordPress en s'appuyant sur ce qui est fourni par WordPress.com. Et donc, c'est un problème. Pour la simple et bonne raison, c'est que WordPress est un logiciel libre. C'est un logiciel, sauf erreur de ma part, sous licence GPL. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. WordPress license. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est une licence GPL. Donc, vous pouvez prendre WordPress, récupérer le moteur, le modifier, le distribuer de façon modifiée, faire ce que vous voulez dessus, en étudier le fonctionnement, en distribuer des versions modifiées ou non modifiées, et vous pouvez même le commercialiser. Et ça, c'est pas un problème en tant que tel. Donc, rien n'empêche, par exemple, à moi, Olivier Poncet, de prendre WordPress et d'en faire, je dirais, une version commerciale, voire managée sur une plateforme. Pour autant, là, le fond du sujet, c'est que aussi, il y a une notion de propriété intellectuelle dans le sens qui est attenante au nom. Par exemple, WP Engine va instiller dans la tête de certains utilisateurs ou utilisatrices le fait que WP, c'est WordPress, puisque c'est un peu les initiales du projet. Et les gens vont peut-être penser que c'est eux qui maintiennent WordPress, et donc vont peut-être aller vers ce service au détriment de WordPress.com, quelque part, donc qui est titulaire de la marque WordPress pour le coup, et qui exploite le logiciel libre WordPress qui lui appartient à la fondation WordPress. Donc là, on commence à rentrer dans des problématiques, parce qu'on a d'un côté l'exploitation d'un logiciel open source, de l'autre côté peut-être l'exploitation potentiellement abusive d'une marque. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché à WP Engine, c'est d'utiliser WP pour s'acoquiner, entre guillemets, s'accaparer l'image d'une marque, et aussi de s'appuyer sur des services qui sont hébergés par WordPress.com, notamment les services de plugins. Or, ce que dit WordPress.com, ils leur disent, mais si vous voulez être jusqu'au boutiste, que vous voulez vivre de l'écosystème WordPress, faites votre propre dépôt de plugins WordPress, de thèmes WordPress, etc. Et arrêtez de venir vous servir chez nous, sur notre service, en exploitant plus ou moins litigieusement la marque WordPress. Donc voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on voit bien que même avec une exploitation légitime d'un logiciel open source, on peut avoir des problématiques finalement de nom de marque autour, de choses qui sont déposées, puisque la marque WordPress, je le rappelle, est une marque déposée, et donc que vous ne pouvez pas utiliser librement, mais pour lequel vous pouvez utiliser dès lors où ça reste un usage équitable. Et ça c'est très, très important comme notion, et encore une fois, hein, je ne suis pas juriste,
Donc peut-être que ce que je dis n'est peut-être pas complètement juste, et vous me pardonnerez s'il y a des juristes parmi vous ou parmi les gens qui m'écouteront sur la replay sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des choses, des compléments sur ces sujets, parce que là on est vraiment sur des choses juridiques, et comme tout ce qui touche au juridique, le diable se niche dans les détails. Voilà, donc sur WordPress, là on voit que y a quand même des conflits autour d'un logiciel qui est open source, qui est utilisé légitimement, mais dont la marque est potentiellement détournée. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Alors, pour la perspective, les perspectives d'avenir, moi je ne sais pas un petit peu comment ça va se passer, et j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser, et de plus en plus d'entreprises ou d'éditeurs de logiciels, voire de logiciels qui sont open sourcés sur GitHub. Et je le vois, hein, comme je vous le disais, j'en partage assez régulièrement dans ma veille. Il y a des licences parfois qui sont des licences non libres au sens aussi du terme. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on va vers ça, parce que beaucoup de projets commencent souvent par partager le projet sur GitHub. Ça permet de bootstrapper le projet, de se créer une base d'utilisateurs autour d'une licence qui est relativement, je dirais, relativement permissive, on va dire. Ça permet notamment de pouvoir partager très rapidement son projet et d'avoir de la visibilité dessus. Et dans le parallèle, dans le même temps, ces boîtes essayent de monter un business, ce qui est légitime, parce que on veut toutes et tous vivre de notre travail, du dur labeur qu'on a fait, qu'on a investi dans le développement de notre logiciel. Et donc, souvent, ces gens montent une petite plateforme SaaS pour vendre de l'abonnement en disant « Ok, vous n'êtes pas tech, vous n'avez pas les compétences, ou vous n'avez pas l'envie de faire le pip install sur votre machine ou le npm run ou que sais-je encore. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit abonnement de, j'en sais rien, 10, 15, 20 dollars par mois, et de pouvoir bénéficier en mode SaaS de ce logiciel, qui est un logiciel à source ouverte, mais qui n'est pas forcément libre, toujours en termes de licence. » Voilà. Et donc, comme le dit Nida, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui profitent du travail des autres sans jamais rien donner en retour. Et ça joue, parce que la plupart des boîtes qui commencent à revenir un petit peu sur des licences qui sont un peu moins ouvertes, un peu plus fermées, un peu moins permissives, je dirais, bah, en fait, les gens se disent « Bah oui, mais je suis en train de me faire voler mon travail par telle ou telle boîte. Et en plus, personne ne me donne ne serait-ce que 10 € pour maintenir mes frais d'hébergement, par exemple. » Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, donc là, on rentre vraiment dans le nerf de la guerre. C'est-à-dire que bah, vous, moi, tout le monde, toutes celles et ceux qui contribuent à l'écosystème du logiciel libre et de l'open source, bah, en fait, on aimerait bien être payé pour. Moi, par exemple, quand je développe, que ce soit mon émulateur d'Amstrad CPC, que ce soit les petits outils que je développe pour Proxmox VE, etc., je le fais, je les open source, et je ne souhaite pas envie, mais je me dis que si quelqu'un voulait me donner de l'argent pour que je puisse vivre à 100% de ça, quitte à moins gagner, mais vivre, entre guillemets, de ma passion, quelque part, bah, franchement, j'y réfléchirais bien, parce que je me dis que ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup. Mais malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui exploitent le fait que l'open source, c'est gratuit. Et c'est ça le problème. Et j'ai cet exemple quasiment tous les jours dans mon taf. Tous les jours dans mon taf, j'ai des clients qui me disent oui, mais on n'a qu'à mettre ça, telle ou telle solution, parce que c'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit, mais le fait d'être gratuit, c'est un effet de bord. C'est avant tout open source, c'est avant tout un logiciel libre. Ce n'est pas nécessairement, c'est pas parce que c'est un logiciel libre open source que ça doit vous empêcher de reverser vos contributions, qu'elles soient contributions de code, de documentation. Parce que pour contribuer, je le rappelle, il n'y a pas que le code. Il y a le code, la documentation, le triage des bugs, faire vivre le projet en tant que tel. Et puis, ça peut être aussi un versement ponctuel ou régulier d'argent, comme les gens qui sont sur YouTube ou autres plateformes de ce type, qui ont un Tipeee. Et ben voilà, mettez-moi de l'argent sur mon Tipeee, ça me permet de faire vivre la chaîne, ça me permet de créer des nouveaux projets ou de faire vivre les projets actuels. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est que, sauf erreur de ma part, j'ai pas connaissance d'une forme de Tipeee des devs, par exemple.
J'ai pas l'impression que ça existe. Peut-être que ça existe, mais je suis passé à côté. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de très répandu. Et je pense que beaucoup de contributeurs, en tout cas de mainteneurs de projets open source, seraient très heureux qu'on reverse une partie des bénéfices des entreprises, de ce qu'elles ont entre guillemets économisé en termes de dev, parce que on va pas se mentir, hein, prendre un WordPress, prendre un Drupal, prendre un Elasticsearch ou un MongoDB, etc. On prend des logiciels qui sont très complexes et en fait on s'en économise finalement le développement nous-mêmes parce que ils existent. Donc ah oui, merci GLG, il y a Libérapay. Ouais, tout à fait, tu as raison. Libérapay, j'en ai entendu parler. Mais il n'y a pas, y a pas beaucoup de. C'est pas vraiment rentré dans les mœurs pour les entreprises de se dire ok, je vais reverser une partie de ce que j'ai économisé quelque part grâce au logiciel libre open source pour rétribuer les gens pour lesquels, grâce à eux, j'ai un produit entre les mains. Et je vais même vous dire, je vais aller encore au-delà. C'est même pire que ça, c'est que dans quelques entreprises, que ce soit des ESN, des sociétés de conseil, même des boîtes qui sont éditrices de logiciels, parce qu'on ne va pas dire c'est à cause des méchantes ESN, hein, c'est pas du tout le sujet. La plupart des boîtes sont, je les mets à peu près sur le même pied d'égalité. La plupart, quand on leur dit en interne, quand on dit aux managers, ok, ce serait pas mal que le plugin qu'on a développé pour tel logiciel qu'on utilise open source, serait bien qu'on le reverse à la communauté. Je vais vous dire, la première chose que font les managers de ces boîtes, c'est dire, mais attends, on va pas reverser notre travail gratuitement aux gens. Les mêmes personnes qui vous ont dit, prenez ce truc-là, c'est open source, donc c'est gratuit, on va l'utiliser dans notre projet. Voilà. Et ça me pose un problème. Et j'aimerais bien que un jour, les mentalités changent, et je pense que c'est notre affaire à toutes et tous, ici, là, et à vous qui êtes dans le chat, ou vous qui me regarderez sur le replay sur YouTube, de faire un petit peu d'éducation, puisqu'on est tech, d'éducation au sein de nos structures commerciales, de nos structures d'entreprise, et d'expliquer que c'est pas parce que c'est open source ou que c'est un logiciel libre que c'est gratuit, que ça nous empêche de reverser soit du code sur lequel qu'on a écrit pour, une contribution quelle qu'elle soit, de reverser un petit peu d'argent, etc., etc. Voilà. Donc, et alors là, effectivement, comme le dit René, tu as pire certains dirigeants qui pensent que tu es juste débile de faire du soft open source. Ouais. C'est les mêmes personnes qui disent on va piocher dans la communauté, on va les servir. Et hop, on va l'utiliser. Par contre, nous, on fera jamais d'open source parce que franchement, on n'est pas des cocos, hein. On n'est pas des rouges. Bref. Et alors, Stéphane, tu dis, l'autre problème selon moi est aussi que les entreprises ne laissent pas assez de temps aux devs de participer sur les projets open source qu'ils utilisent tous les jours. De temps en temps, un ticket pour se plaindre, mais participer gratuitement, on en est loin. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, je te rejoins complètement à 2 milliards de pourcents. Il y a beaucoup de boîtes qui se disent, ok, la contribution qu'on peut reverser à un projet open source, dès lors où c'est un vrai projet open source, c'est pas forcément donner de l'argent, mais c'est aussi potentiellement une entreprise offre du temps de ses développeurs et développeuses pour aller corriger des bugs, pour aller reverser une partie du travail qu'on a fait directement au projet, voilà, etc. Et effectivement, comme tu dis Katia, déjà entendu par le passé, on ne te paye pas pour travailler pour les autres, alors qu'en fait, on est bien content que les autres travaillent pour nous. Donc c'est un vrai sujet, et je pense que c'est vraiment de notre responsabilité, je pense, d'aller essayer d'instiller entre guillemets, la bonne parole, si je puis dire, les bonnes pratiques de l'écosystème libre et open source pour dire à nos boîtes, mais écoutez, on se sert allègrement dans la liste des projets open source, et si on veut pas que, j'en reviens au sujet du début, que les licences changent et nous empêchent un jour d'utiliser de façon commerciale, mais de façon commercialement plus poussée, c'est-à-dire carrément de nous empêcher d'utiliser au sein d'une boîte commerciale des projets open source, il faut revenir à une forme d'égalité, d'équité entre celles et ceux qui produisent le logiciel open source et celles et ceux qui consomment ce logiciel open source. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment revenir à quelque chose de plus équitable, à mon sens. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet aujourd'hui, en tout cas de ce que je voulais partager avec vous. Alors, il y a Nida qui dit « Je doute que Linux aurait pu exploser sans l'investissement massif de Red Hat ». Alors, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça aurait quand même explosé, mais peut-être pas si vite, pas si fort. Et je rappelle que Red Hat a été
une des premières vraiment distributions commerciales, vraiment qui a massivement investi, massivement cru sur le noyau Linux à l'époque et les distributions Linux. Mais aussi, il faut rappeler que au début des années 2000, IBM, qui pourtant est vraiment une grosse société bien capitaliste comme il faut, etc. Mais eux, ils y ont vu leur intérêt. Et ils ont investi, début des années 2000, massivement de l'argent dans la fondation Linux et ensuite, ils ont racheté Red Hat, ça vous le savez. Et donc, je pense qu'aussi tout ça a contribué au fait que ça a explosé. Et puis, bah, c'est toujours difficile de dire est-ce que ceci ne se serait pas passé, est-ce que ce serait quand même arrivé ou pas. C'est toujours difficile. Je pense que ça aurait quand même explosé. Et d'ailleurs, Thierry, tu as tout à fait raison. Je pense que Canonical aussi a été un véritable boost dans l'écosystème du logiciel libre et donc de Linux, principalement avec sa distribution Ubuntu, qui, lorsqu'elle est arrivée, de mémoire, c'était en 2004, corrigez-moi si je me trompe, a été une distribution qui a été massivement prise par les utilisateurs et utilisatrices parce qu'elle apportait quand même un niveau de finition à l'époque qui était beaucoup plus satisfaisant pardon, que ce qui existait. Mais bon, là on va commencer à dériver. Vous êtes en train de me faire drifter, bande de petits coquins. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce sujet vous a plu. C'est un sujet sur lequel on peut épiloguer, on peut échanger et batailler pendant des heures au carré. Et ça, il n'y a pas de sujet. Moi, je pense que si on ne veut pas arriver vers un écosystème qui devient de plus en plus fermé et verrouillé à deux vitesses, c'est-à-dire avec des licences open source qui n'en sont pas vraiment, et puis donc avec des restrictions dans notre vie quotidienne, je pense que c'est important que nous toutes et tous, et on explique au sein des entreprises et de nos entreprises, et d'essayer aussi de faire bouger les choses pour dire, bah, quand on utilise quelque chose gratuitement, bah parfois, ça peut valoir le coup de reverser quelque chose et de pas juste dire je me sers et j'en profite parce qu'au bout d'un moment, les gens disent stop et parce qu'ils ont besoin de vivre et de survivre. La plupart des boîtes qui ont fait des changements de licensing open source, elles l'ont fait parce que c'est aussi une façon pour elles de se garantir une survie, peut-être à court ou moyen terme. Voilà. Et c'est ça vraiment un petit peu comment je dirais, la conclusion du jour, en tout cas, sur ce sujet. Voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être passé. Je vais mettre, comme d'habitude, le replay cet après-midi sur YouTube. Comme ça, si il y a des retardataires, vous pourrez regarder à tête reposée ce live du jour. Merci beaucoup. On va aller basculer chez l'ami Thierry. Donc on va faire le petit raid des familles. J'espère que Thierry est prêt. Il m'a dit en tout cas qu'il arrivait à 13h. Donc on va faire, je prépare le raid de ce pas. Voilà. Je me suis trompé, /raid. Si j'oublie des lettres, ça va pas le faire. Le raid a été créé. Voilà, donc on va aller partir voir l'ami Thierry. Je ne sais pas ce qu'il a à nous raconter. Je suis sûr que ça va être super intéressant, comme d'habitude. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Alors, il n'y aura pas de live la semaine prochaine et la semaine suivante, parce ça va être des semaines où je vais être à Volcamp en conférence. Je vais donner donc un talk sur la faille, l'attaque XZ, donc à Volcamp et à DevFest Nantes. Donc, je vais permuter mes lundis. Je vais shifter un petit peu mes jours off. Moi, je vous donne rendez-vous normalement pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines pour un live, sauf si je trouve le temps comme ça en mode à l'arrache.com de faire un live comme ça en cours de semaine. Voilà. Bah écoutez, on va chez l'ami Thierry. Moi, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et à plus tard. Ciao, bye bye.